Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène et d'une évolution intéressante dans les relations hommes-femmes et plus spécifiquement des rencontres amoureuses. J'ai nommé la dating fatigue qui signifie comme son nom l'indique et en traduction littérale, la fatigue des rendez-vous amoureux. Pour le dire autrement, les gens sont lassés du côté répétitif et usant qu'implique la recherche d'un partenaire. On fait connaissance, bien souvent sur Internet ou sur une application de rencontre, on s'échange quelques textes, on parle pendant des heures, parfois des jours, des semaines, on décide de se voir, on se donne rendez-vous dans un café, dans un bar, on se prépare, on se fait beau, on se parfume, on se pamponne et on va au rendez-vous. On sort notre meilleur baratin, on se présente sous notre meilleur jour et ensuite, selon les affinités, il se passe quelque chose ou pas, on se revoit ou pas, on se met ensemble ou pas, et s'il y a relation, elle durera quelques semaines, quelques mois, puis vient la séparation et rebelote. On est de nouveau sur la même application de rencontre et le cycle repart de plus belle, mois après mois, année après année. Et ils sont nombreux à avoir la sensation de vivre le même scénario de multiples fois, encore et encore, un peu comme dans le film Groundhog Day, où le protagoniste magnifiquement incarné par Bill Murray est bloqué dans une boucle temporelle où il revit le même jour, encore et encore, chaque fois qu'il se réveille. Un film sublime au passage, une vraie leçon de vie, de sagesse, que je vous recommande si vous ne l'avez pas déjà vu. Et aujourd'hui, ils sont nombreux à dire « ça suffit, ça en est trop, j'arrête ». Et en réponse au désenchantement vis-à-vis du dating et des applications de rencontres, une tendance croissante parmi la génération Z, donc ceux qui sont nés vers le milieu des années 90, est d'abandonner Internet et les applications de rencontres pour redécouvrir des méthodes plus authentiques et plus traditionnelles et aussi plus naturelles de se rencontrer, à savoir la vie réelle. Travail, groupe sportif, crossfit, course à pied, canoë-kayak, car oui, le canoë se développe, le kayak se développe sur les bords de la Tamise à Londres, c'est une chose que j'ai pu observer. Mais pas que, j'observe de plus en plus de groupes de danse latine, de langue étrangère, de théâtre, de randonnée, des meet-up quasiment pour tout et n'importe quoi. Autant d'activités qui permettent de se voir, de voir de vrais humains en chair et en os, loin des filtres Instagram, des photos trafiquées et des lifestyles inventés. Pour le dire autrement, les gens sont à la recherche d'authenticité. Et voilà donc de quoi nous allons parler aujourd'hui. Avant de commencer, tu connais la règle. Mes podcasts sont plutôt longs, donc mets-toi à l'aise pour écouter. Va te chercher un peu de gazouze, un peu de limonade, un thé, un café, un truc à grignoter. Nous pouvons commencer. Tout d'abord, d'où vient cette désillusion et ce désamour pour les applications de rencontres? Un article du Newsweek, daté du 1er novembre 2023, annonçait déjà que Tinder avait perdu près de 1 million d'utilisateurs et les raisons que l'on pourrait évoquer sont les suivantes. Tout d'abord, on a une lassitude du swipe. Vous savez que le swipe, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas familiers avec les applications de rencontres, c'est quand vous faites glisser le profil d'une personne à gauche ou à droite pour le valider ou le disqualifier selon son physique essentiellement, selon sa photo. Une approche totalement artificielle et déshumanisante, et elle est même déshumanisante comparée aux premiers sites de rencontres. Parce que faut pas oublier qu'au départ, sur des sites comme Mythic, les gens prenaient le temps de lire les profils. C'était de la rencontre en ligne, mais il y avait un minimum de temps passé sur un profil pour savoir qui est la personne, qu'est-ce qu'elle aime comme activité, qu'est-ce qu'elle fait. On passait quelques minutes sur un profil. Et on prenait le temps de s'intéresser un minimum à la personne. Alors que le système de swipe sur les applications comme Tinder vous donne entre 1 et 2 secondes pour valider un profil, une personne, essentiellement sur les critères physiques.
Et donc, au fil du temps, les profils qui ont un physique avantageux ont été privilégiés et tous les autres systématiquement disqualifiés. Vous pouvez être la personne la plus intelligente au monde, la plus intéressante, la plus successful. L'application n'en a rien à faire. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est le physique et je dirais même plus, c'est le fait d'être photogénique. Parce qu'il y a des gens qui, dans la vie réelle, ont un physique agréable, mais qui ne sont pas photogéniques. Pour une raison ou pour une autre, l'objectif de la caméra des appareils photo ne rend pas bien sur eux. Et souvent, on est surpris lorsqu'on les voit dans la vie réelle parce qu'ils paraissent beaucoup mieux en vrai que sur les photos. Et pour d'autres personnes, c'est le contraire. Tu as des personnes qui sont extrêmement photogéniques et quand tu les vois en vrai, ils sont décevants. Et là, je ne te parle même pas de ceux qui utilisent des filtres. Quand tu les vois en vrai, tu te demandes même si c'est la même personne. Donc ça, c'est l'une des premières raisons du désamour de la nouvelle génération, de la génération Z, pour ces applications de rencontres, c'est qu'elles sont trop basées sur le physique, qu'elles disqualifient une grande partie de la population et les gens se disent « à quoi bon ?» À quoi bon s'il faut ressembler au top 1% des physiques pour avoir une chance? Je laisse tomber. À quoi bon perdre mon temps, mon argent sur ce genre d'application? Autre fait et autre problème, Tinder a un algorithme que l'on pourrait qualifier de vicieux et de déséquilibré. Déséquilibré dans le sens où l'offre et la demande est déséquilibrée. Le site Statista nous dit qu'aux USA, sur Tinder, 75% des utilisateurs sont des hommes et 25% sont des femmes. Donc il y a 3 hommes pour 1 femme sur cette application. Et lorsqu'on connaît en plus de cela le côté hyper sélectif, hyper exigeant des femmes, vous comprenez que la majorité des hommes n'ont aucune chance. Et autre chose qu'il faut comprendre au sujet de cet algorithme que je qualifie de vicieux, c'est qu'il n'est pas là pour vous faire rencontrer la femme de votre vie. Il est là pour que vous restiez sur le site. Si l'algorithme était par exemple basé sur une IA, sur une intelligence artificielle, qui favorise les affinités, qui connecte les gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont tendance à s'intéresser aux mêmes choses, eh bien, au fur et à mesure, on mettrait ensemble des gens compatibles qui finiraient par se rencontrer, qui finiraient peut-être par se mettre ensemble, fonder une famille, etc. Mais vous avez compris que Tinder ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Le but, c'est pas que tu rencontres quelqu'un et que tu fondes une famille. Le but, c'est que tu restes un célibataire en chien qui revient encore et encore sur l'application. Le business model de Tinder, c'est pas de créer des familles. Le fuel, le pétrole de Tinder, c'est des hommes désespérés d'un côté, prêts à payer 29 € ou 40 ou 50, voire plus, s'ils achètent les super likes, les boosts, toutes les fonctionnalités qui permettent de les mettre en avant. Et d'un autre côté, on a des femmes qui constituent l'appât qui va permettre d'attirer des hommes sur la plateforme. Et c'est dans ce sens que je dis que l'algorithme est vicieux parce qu'il présente aux hommes les meilleurs profils de femmes en se basant sur les likes et sur leur popularité, en leur faisant croire qu'ils ont une chance alors que eux sont invisibles à ces mêmes femmes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de shadow ban sur Tinder qui cache quasiment 80% des hommes aux femmes les plus attirantes et les plus séduisantes. Et il fait apparaître aux femmes les hommes les plus intéressants pour qu'elles restent sur la plateforme. Sinon, elles vont aller ailleurs. Si y a que des clochards sur Tinder, aucune femme n'ira. Déjà qu'il y a une minorité de femmes qui y vont, ce qui explique le déséquilibre, 3 hommes pour 1 femme. Si en plus la qualité des hommes n'y est pas, aucune femme n'ira sur Tinder. Donc, côté femme, on présente les meilleurs profils d'hommes et côté homme, on présente les meilleurs profils de femmes. Et chacun, de son côté, pense qu'il peut avoir accès aux meilleurs, alors que le drame, c'est que côté homme, la majorité sont shadowban. L'algorithme ne vous met même pas en avant. Pourquoi ? Parce qu'il veut que vous achetiez les super likes, les boosts. C'est là où Tinder fait vraiment son argent. Tu as déjà Tinder Plus pour pouvoir liker, revenir en arrière comme tu veux, etc. Mais en plus, tu as d'autres fonctionnalités qui peuvent coûter très très cher
Parce que ce n'est qu'avec ça que tu as la chance de sortir du shadow ban et d'être présenté à des femmes. J'ai fait un podcast entier sur Patreon pour parler des subtilités de l'algorithme Tinder, sur quoi se base l'algorithme, comment il fonctionne, pour mettre votre profil en avant, comment il gère ce déséquilibre entre population masculine et féminine. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Il est disponible aux contributeurs sur Patreon et Spotify au choix. Et honnêtement, je pense que Tinder pourrait, et je dis bien pourrait, au conditionnel, être attaqué en justice par certains hommes pour manipulation, pour avoir un algorithme qui fausse le jeu, qui truque le jeu en défaveur des hommes pour les faire payer. Si on prouve que l'algorithme cache certains profils masculins, qu'il les shadowban pour motiver les hommes à payer plus et à sortir du shadowban grâce au boost, au super like, etc., je pense qu'il y a matière à gagner en justice face à ce genre de comportement. Ça reste très difficile à prouver parce que l'algorithme est secret, il n'est pas public, on ne sait pas vraiment comment fonctionne cet algorithme, mais je pense qu'il y a des choses qui ont fuité, peut-être au travers d'anciens salariés de chez Tinder, peut-être quelques développeurs, quelques informaticiens qui sont passés par Tinder et qui peuvent parler de manière anonyme après leur passage chez eux. Et ça, je pense que c'est une information qui mériterait à être généralisée, à être démocratisée, parce qu'il y a beaucoup de gens naïfs qui pensent que Tinder, c'est une application égalitaire. C'est-à-dire que, voilà, il y a des hommes, il y a des femmes, c'est random, ça présente des profils d'hommes aux femmes, ça présente des profils de femmes aux hommes, et puis que le meilleur gagne. Mais en réalité, non, il y a un biais. Voilà, c'est le mot exact. Il y a un biais de l'algorithme qui est fait pour encourager les gens à payer plus, et notamment les hommes. Tinder, c'est un business, c'est pas une œuvre caritative. Donc si t'as pas des armées d'hommes en chien, d'hommes désespérés, ou même juste d'hommes qui ont envie de rencontrer une femme, sans être désespérés ni en chien, mais ils le font naïvement en pensant que l'algorithme va leur donner une chance, mais en fait la logique de l'algorithme, c'est de les pousser à aller acheter plus de fonctionnalités pour devenir visibles, tout simplement. Et sauf si vous êtes dans le top 1% ou le top 10% des hommes les plus beaux, les plus photogéniques, les plus harmonieux, les mieux proportionnés, qui ont un lifestyle intéressant, qui ont des photos bien prises en vacances, au bord d'une piscine, etc. Vous voyez le genre de photos Instagram. Si vous ne faites pas partie de ces hommes-là, vous n'avez aucune chance. Économisez votre argent, allez dans la vie réelle, faites des randonnées, allez dans les clubs de danse latine, allez apprendre des langues. Allez dans la vie réelle, vous aurez beaucoup plus de chance avec les femmes que sur ce genre d'application. D'autant plus que dans ces endroits, vous rencontrez des femmes qui sont comme vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que quand tu vas faire du crossfit, quand tu rejoins un meet-up de course à pied, peu importe ce que tu fais, les femmes que tu vas rencontrer sont aussi des femmes qui sont lassées d'Internet. Donc même la qualité des femmes que tu vas rencontrer dans la vie réelle, ça ne sera pas des Instagrammeuses, des poufiasses, des gonzesses qui passent leur temps sur Internet. Ça va être justement des femmes qui sont fatiguées des réseaux sociaux et qui sont aussi à la recherche d'une relation plus authentique. Donc je pense que l'expérience d'une manière générale sera plus intéressante. Autre caractère pervers des applications de rencontres, c'est l'illusion du choix qui fait perdre la tête aux gens, hommes comme femmes d'ailleurs, mais peut-être que ce biais est plus accentué chez les femmes. Ces applications donnent l'impression que le nombre de partenaires potentiels auxquels vous avez accès est illimité. Parce que ce qui se passe, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre un potentiel partenaire sexuel dans la vie réelle et un potentiel partenaire dans le monde virtuel. Pour le dire autrement, en voyant ces milliers de profils défiler sur un écran, le cerveau pense qu'il est entouré d'options illimitées et qu'il a le choix. Résultat, il devient plus difficile.
Et je disais que ce phénomène s'applique plus particulièrement aux femmes en raison de leur hypergamie naturelle. J'avais parlé du sujet de l'hypergamie dans une vidéo YouTube, c'est l'une des premières dans le monde francophone. Je suis l'un des premiers à avoir parlé de ce sujet. Ça a été repris avec plus ou moins de talent, plus ou moins de pertinence par beaucoup d'autres après moi. Mais je vous mettrai en description la première vidéo réalisée sur le sujet qui vous parlera plus en détail de qu'est-ce que l'hypergamie. Pour le résumer, c'est la tendance naturelle des femmes à vouloir monter en gamme, c'est-à-dire à viser une gamme au-dessus de la leur et à viser un partenaire supérieur à elles. La vidéo dans laquelle j'en parlais s'intitule « Comprendre l'hypergamie féminine ». C'est une vidéo qui a plus de 5 ans. Et ce que crée le monde virtuel, c'est que ça rend le choix difficile aux femmes. Par le passé, une femme qui vivait dans un village avait quelques options autour d'elle. Un village de 150 personnes, elle a 75 hommes potentiels. Bon, t'en as qui sont trop vieux, t'en as qui sont trop jeunes, t'en as qui sont mariés, t'en as qui lui plaisent pas. Donc sur les 75, il doit en rester 5, entre 5 et 10 peut-être. Et elle fait son choix assez rapidement. Sur Internet, sur Instagram, sur Tinder, sur les applications de rencontres, les sites de rencontres, elle a des milliers d'options. Du moins, elle pense qu'elle a des milliers d'options. Elle pense, parce qu'en fait, ces options, elles ne sont pas forcément accessibles quand tu regardes dans le détail. Et donc, son cerveau est constamment en mode « je peux trouver mieux ». Je peux trouver mieux. Dans le village, elle savait qu'il n'y avait pas un mieux. Il n'y avait pas mieux, il y avait 5, 10 mecs, voilà, elle les connaît tous, tout le monde se connaît, ils ont pratiquement grandi ensemble, c'est la maison d'à côté ou le village d'à côté. Ton choix, il est vite fait. Et une femme se pose en se disant, c'est bon, c'est le bon, c'est voilà, il n'y a pas 1 million de choix. Aujourd'hui, elle se dit, il y a 1 million de choix, donc pourquoi je vais me mettre avec celui-ci, alors qu'il y en a 250 qui m'ont envoyé des DM sur Instagram, des messages privés pour me voir, pour me flatter, pour me faire des compliments. Résultat, des armées de femmes seules, incapables de faire un choix et de se poser. Vous connaissez tous autour de vous au moins une femme, au moins une, on en connaît tous au moins une femme jolie, belle, intelligente, qui génère des milliers de matchs Tinder, qui a des admirateurs sur Internet, des followers sur Instagram, sur ses réseaux sociaux, et qui est seule. Seule à 30, 32, 35 ans, et qui va vous dire « je ne trouve pas, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'homme bien, où sont passés les hommes ?» Et tu lui dis « mais c'est quoi ce délire ?» T'es contacté par des hommes du matin au soir, pour peu que tu sois un peu jolie. Quand t'es une femme, c'est un bombardement incessant d'attention. Après, bon, c'est pas forcément les meilleurs, c'est pas forcément ceux dont t'as envie, mais il y en a des options. Du coup, toi, tu te dis naïvement, mais comment est-ce possible? Tout le monde autour d'elle, ses amis, sa famille, comment est-ce possible? Des milliers d'hommes potentiels et t'arrives pas à en trouver un seul? Et la réalité, c'est que cette distorsion que créent les réseaux sociaux ne se traduit pas en faits réels. C'est illusoire. C'est justement une distorsion, une illusion. Elle a des milliers d'admirateurs, oui, des milliers de simps, oui, des milliers de clochards, de chiens, de mecs qui veulent juste la culbuter. Mais il y a combien dans ces milliers de gars? Il y en a combien qui sont prêts à s'engager émotionnellement, à fonder un foyer, à porter la responsabilité d'un foyer et qui en ont la capacité financière, émotionnelle, la maturité. Et en réalité, elles réalisent très vite qu'il n'y en a pas tant que ça. Parce que le simp, l'admirateur, la raison pour laquelle c'est un simp, c'est que c'est pas un homme accompli. La raison pour laquelle t'es un admirateur, une petite merde qui passe son temps à envoyer des messages sur Instagram, t'es belle la miss, t'es jolie, etc. La raison pour laquelle tu fais ça, c'est que t'as pas de vie. Je te le dis, si tu m'écoutes et que tu passes ton temps sur Internet à complimenter des gonzesses sur les réseaux sociaux, tu le sais peut-être, mais si tu le sais pas, je te le dis, t'es une merde. Un homme de valeur ne fait pas ça. Un homme de valeur donne des compliments qui méritent d'être donnés. Et il les donne à des femmes qu'il connaît, pas à des Instagrammeuses et à des gonzesses sur Internet. Et au passage, aucune femme ne veut se poser avec ses admirateurs. Aucune femme ne veut se poser avec les armées de simps qui la suivent. Pourquoi? Parce qu'aucune femme ne veut d'un homme inférieur à elle.
Tu ne le sais peut-être pas, mais dans son esprit, tu es une merde. C'est sa biologie qui lui dit que tu es une merde, même si c'est une fille bien, même si c'est une fille gentille, douce, etc. Sa biologie lui dit que t'es une merde, parce qu'elle sait qu'un homme de valeur ne lui fera jamais des compliments gratuits du matin au soir. Un homme de valeur attend que tu fasses tes preuves avant de te faire un compliment. Les gens qui font des compliments comme ça sur Internet, t'es belle, t'es jolie, machin, c'est quoi le projet? Pourquoi tu lui fais un compliment? Tu la connais? Peut-être que c'est une connasse intégrale. D'où tu sais que c'est une fille bien pour la complimenter? Tu la connais dans la vie réelle, à part Internet, à part YouTube, à part les réseaux sociaux, à part... Tu sais si c'est une fille bien? Garde ce compliment pour ta mère, pour ta sœur, pour ta copine, pour ta collègue. Garde ces compliments pour les gens que tu connais. Arrêtez de faire des compliments gratuits à des gonzesses sur Internet que vous ne connaissez même pas. Il y a le mot poufias qui a voulu sortir. J'ai pas osé. Vous avez remarqué que je me suis calmé. Je me suis calmé, on a voulu me coller l'étiquette misogyne. L'observateur, t'es un misogyne. Non, je suis pas misogyne. Je dis poufias affectueusement. Mais j'ai dû me calmer sur YouTube. Voilà. Si vous m'écoutiez il y a 5-6 ans, c'était un festival. C'était un festival, j'étais interdit au moins de 18 ans. Je sais même pas comment j'ai survécu sur YouTube. Mais bon, voilà, j'ai dû m'adapter au côté un peu lissé de Google, de YouTube, de tout ce monde des GAFA. Voilà, pour survivre, faut un peu maîtriser son vocabulaire sur ces plateformes. Et pour revenir à ce que je disais, la réalité du monde, c'est que les femmes réalisent très vite que les hommes de valeur sont rares. Les hommes de valeur sont rares et ils sont pris très vite. Et je vais vous poser une question. Vous connaissez combien d'ophtalmologues, de chirurgiens, de dentistes, de notaires célibataires? Moi, j'en connais aucun. Dans mon entourage, j'ai des amis de lycée qui sont devenus ophtalmologues, chirurgiens, dentistes. Ils ont fait des carrières diverses et variées. Tous ceux qui ont réussi sont quasiment casés à 95%. Et ils se sont casés très très vite. 29, 30 ans, c'est fini. T'as une gonzesse qui se pose avec eux, qui leur a fait 2 gamins. J'en connais un qui en est à son 4e. Il est ophtalmologue. La gonzesse, elle a dû se dire, je ne le lâche pas. Et il me dit, j'ai eu 3 gamins, je suis très content. Mais là, elle me fait le 4e. C'est bon, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est trop tard parce qu'il est en route. Mais il me dit, putain, 4 gamins, ça va être chaud. Mais voilà la réalité des hommes qui réussissent de manière exceptionnelle. Ils sont pris très très vite. Et qu'est-ce qui reste sur Internet? Il reste les simps, les clochards, les chacals qui passent leur temps à faire des compliments sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui reste. Et voilà pourquoi les femmes disent, on ne trouve pas d'hommes. Oui, parce que c'est tout ce qui reste sur Internet. Les vrais de la vie réelle qui réussissent, qui font des choses dans leur vie, ceux-là, ils sont pris très très vite. Pendant que vous étiez dans votre délire de carrière, de machin, je suis épanoui, moi je me pose pas avant 30 ans, etc. T'as des nénettes futées, intelligentes qui ont compris le truc. 25, 26, 27 ans, elles se sont casées. Elles ont compris que la partie se jouait dans cette tranche d'âge. Si tu penses épouser un chirurgien à 35 ans, oublie. Ça se passe pas ce genre de choses. Le chirurgien, il va te dire, t'étais où? T'étais où pendant que je faisais mes études? Je galérais, t'étais où? T'as attendu que je termine, que je m'installe, que j'ouvre ma clinique, et c'est maintenant que tu me tournes autour? Non, c'est fini. C'est fini. En général, t'as une nénette un peu maline qui sait comment fonctionne le monde, qui s'est posée avec, qui lui a fait 3 gamins et roule ma poule. C'est fini. Et elle aura eu raison de le faire parce qu'elle aura compris le monde. J'ai l'impression que le monde se divise en 2 catégories. Tu as les femmes hyper réalistes qui sont jamais tombées dans le délire féministe. Elles sont hyper réalistes, la vie pour elles c'est clair. Rencontrer un homme de qualité, un mec qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait dans la vie, tu te poses avec, tu fais des gamins, fin de l'histoire. Et tu as les autres qui tournent en rond, qui cherchent, qui se posent des questions, qui sont un coup féministes, un coup pas féministes, elles veulent des enfants, elles veulent pas, machin, boum, 35 ans. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais où? Ah merde, oui, merde, oui, c'est le cas de le dire. Et pour moi, l'une des solutions pour qu'on revienne à plus de réalisme et qu'on arrive à vivre mieux, par on, j'entends hommes et femmes, c'est que les femmes fassent la différence entre leurs options dans le monde virtuel
et la réalité de leurs options dans le monde réel. Internet a exacerbé l'hypergamie féminine, donc les femmes sont devenues plus exigeantes en attendant le prince charmant, en espérant qu'elles vont trouver parmi leurs 2000 matchs et leurs 2500, 3000 followers Instagram ou Tinder, l'homme parfait. Alors que dans la vie réelle, rien, nada. Elles travaillent, elles ont des boulots dans le tertiaire, elles vont bosser, elles se lèvent le matin, elles sont éclatées, elles sont fatiguées, elles arrivent au bureau, elles font le café, la machine à café, elles se mettent sur leur tableau Excel, elles rentrent à la maison, le métro, elles sont éclatées, fatiguées, elles se mettent une série Netflix et elles dorment. Voilà la vie réelle. Et j'ai connu des femmes comme ça, hein. Elles ont un Instagram fabuleux, les vacances à Santorini, à New York, les photos. Et leur vie, c'était une catastrophe. Elles étaient au bord du suicide, des gonzesses déprimées. Et quand je dis déprimées, c'est pas déprimées façon de parler, mais genre vraiment déprimées. Elles ont besoin de consulter. Le genre de déprime qui fait que t'arrives pas à te lever le matin, t'as plus de force, t'as plus d'envie, t'as plus d'énergie, t'es épuisé, t'as même pas l'énergie de base pour sortir de ton lit. Alors qu'à côté, leur Instagram, c'était un monde parallèle. C'est un truc, quand tu vois son Instagram, tu dis, cette femme vit sa meilleure vie. Alors que sa vie réelle, quand tu la connais vraiment, c'était une catastrophe. Et t'as plein de gens comme ça qui vivent sur Internet, qui montrent sur Internet une image que en réalité ils ne sont pas, et des choses qu'en réalité ils n'ont pas. Et tout ce monde virtuel, constitué de tout ce dont on a parlé, hein, Tinder, Instagram, réseaux sociaux, crée une distorsion, un excès d'attention, mais qui est illusoire, qui rend les femmes hyper difficiles. Elles pensent inconsciemment, c'est leur cerveau qui est programmé comme ça, qu'elles sont entourées, elles ont de l'attention parce qu'elles reçoivent des messages privés, parce qu'on les sollicite, mais lorsqu'elles cherchent concrètement, ben voilà, j'ai envie de me poser, je cherche un partenaire, il n'y a rien, c'est le vide intersidéral. Et une autre distorsion que créent les réseaux sociaux, c'est que, à force de voir des profils de stars sur Instagram, elles pensent que c'est ce à quoi elles peuvent avoir accès. Elles pensent qu'en fait, c'est atteignable. C'est à portée de main. J'en parlais dans un autre podcast que j'avais publié sur Patreon où je racontais une anecdote. C'est un podcast qui s'intitule Des incels aux femcels. Parlons du célibat involontaire. C'est un podcast privé que j'ai publié sur Patreon et sur Spotify. Et vers la fin, j'ai mis un timing, un time code vers 1h12 et 39 secondes, une ligne que j'ai intitulée « Que penser des attentes surréalistes de certaines femmes ?» Je parle de l'anecdote Ryan Gosling, l'acteur. Pourquoi ? Parce qu'une femme banale que j'ai rencontrée, banale mais jolie, voilà, mais sans plus, une Polonaise, une blonde, plutôt mignonne, blonde châtain, qui me disait que la barre d'entrée pour elle, en termes de physique, genre la base, c'est Ryan Gosling, l'acteur. Et elle me parlait de lui comme si c'était son voisin, comme si elle lui tapait la discute dans les escaliers tous les matins. Et ça, c'est l'exemple parfait de la distorsion que crée le cinéma, Internet, le star system. D'où ou depuis quand une femme banale a comme barre d'entrée ou comme modèle ou comme genre de mec Ryan Gosling. Il y en a combien comme ça dans la vie réelle ? Mais comme elle l'a vu à la télé, elle doit le suivre sur les réseaux sociaux, elle s'est familiarisée avec son image, son cerveau a identifié Ryan Gosling à l'homme moyen, l'homme normal, alors que c'est le top 1 du top 1 du top 1 du top 1%. Pas uniquement en termes de physique, mais en termes de statut. Je dirais plus d'ailleurs en termes de statut qu'en termes de physique, parce qu'en termes de physique, bon, des blonds comme ça, t'en as en Allemagne, aux Pays-Bas, voilà, si c'est ton genre de mec, ben va vivre aux Pays-Bas ou au Danemark, où t'as des blonds en pagaille. Mais c'est vraiment par le statut, par le côté acteur hollywoodien qu'il se distingue. Et je me dis que si pour elle, la barre d'entrée ou le modèle, c'est Ryan Gosling, comment elle gère les hommes du quotidien ? Comment elle arrive à encore respecter les hommes du quotidien ?
Et ce genre de distorsion est plus commun que vous ne le pensez. C'est-à-dire que toutes les femmes, toutes les jeunes femmes ont un modèle dans leur tête. Si c'est pas un acteur, c'est un chanteur, un rappeur, un athlète. Elles ont tout un modèle comme ça d'hommes dans leur tête. Et elles pensent, parce qu'ils sont accessibles par l'image, ils sont sur l'écran de leur téléphone, sur l'écran de leur ordinateur, elles peuvent commenter leurs photos sur Instagram, elles peuvent commenter leurs tweets, répondre. T'as l'impression en fait que cette célébrité est accessible, alors que t'as aucune chance avec elle. C'est une putain de célébrité. T'as aucune chance avec elle. Mais ça, ton cerveau ne le sait pas. Et la biologie féminine n'est pas préparée pour ça. C'est-à-dire que le cerveau qui a évolué depuis le macaque jusqu'à aujourd'hui, le cerveau de primate, les primates sont nos cousins. Hein, ceux qui pensent que l'homme descend du singe, vous n'avez rien compris à l'évolution. C'est l'argument des religieux qui disent la théorie de l'évolution c'est de la merde, l'homme ne descend pas du singe. La théorie de l'évolution n'a jamais dit que l'homme descendait du singe. Si vous pensez ça, vous n'avez jamais lu et vous ne l'avez pas comprise. C'est un ancêtre commun, c'est-à-dire qu'on a des gènes en commun, on fait partie de la même famille, celle des primates. Mais on n'est pas un singe qui a évolué, on n'est pas un chimpanzé qui a évolué. On est une branche différente, mais on est des primates. On partage beaucoup de choses sur le plan génétique, sur le plan du comportement, sur le plan de l'intelligence. On partage beaucoup de choses avec les primates. Et ce cerveau de primate n'était pas prêt pour Internet. Il n'était pas prêt pour avoir 2000 likes, il n'était pas prêt pour avoir Ryan Gosling sur ton téléphone, il n'était pas prêt pour ça. Voilà pourquoi c'est parti en sucette. Voilà pourquoi le cerveau des femmes et le cerveau des hommes, mais je dirais que le cerveau des hommes, c'est une autre influence qui est beaucoup plus grave, c'est la pornographie. Selon moi, ce qui a fait exploser, péter le cerveau des hommes, c'est la pornographie parce que ça a apporté des standards physiques surréalistes. Hein. Les hommes n'arrivent plus à se satisfaire d'un corps de femme normal parce qu'ils sont tellement adaptés à la plastique incroyable, souvent qui est passée sous le bistouri de la chirurgie plastique, etc. La plastique incroyable des actrices du X, qu'ils n'arrivent plus à se satisfaire des femmes du monde réel. Donc, hommes comme femmes, on a tous le cerveau flingué par Internet, mais pour des raisons différentes. Je dirais que pour les femmes, c'est plus le star system et les réseaux sociaux. Pour les hommes, c'est plus la pornographie qui a apporté des attentes surréalistes. Des attentes et des espérances surréalistes, parce que tout le monde est dans l'espoir de rencontrer le bon ou de rencontrer la bonne. On est vraiment dans une attente, on est dans un espoir en fait. Voilà, tout le monde est dans un espoir pendant qu'il fait défiler les profils. Tout le monde est dans l'espoir de rencontrer la bonne, de matcher avec la bonne ou avec le bon, homme comme femme. Mais la génération Z, les utilisateurs les plus actifs des applications de rencontres, commencent à comprendre le concept et elle ne fera pas la même erreur que les milléniaux, du moins à mon avis et selon la tendance actuelle. Ces jeunes ont compris la nature répétitive, peu satisfaisante et surtout l'impasse du dating frénétique. Le swipe ou le balayage continu au travers un flux interminable de profils mène à un sentiment de lassitude et de désillusion. Ce n'est pas seulement l'acte physique de swiper ou de glisser, de faire glisser les profils qui est épuisant. C'est le poids émotionnel et mental que cela représente. Et à force, cette fatigue mène à une perte d'enthousiasme, d'intérêt pour l'utilisation des applications. Je dirais qu'on pourrait l'appeler la dating fatigue, mais on pourrait aussi l'appeler la dating déprime. Les utilisateurs décrivent souvent avoir l'impression d'être sur un tapis roulant, enchaînant les gestes sans faire de progrès significatif. L'expérience répétée de conversations éphémères, d'interactions vides, sans profondeur, où les connexions potentielles s'éteignent aussi rapidement qu'elles ont commencé, finissent par lasser, par fatiguer.
Et comment résumer en quelques mots l'impact néfaste des applications de rencontres? Tout d'abord, il y a un impact psychologique très important, la stimulation permanente qui met le pic de dopamine chaque fois plus haut et on ne se satisfait plus d'une relation pépère, d'un échange normal, tranquille avec une personne. On a besoin d'action pour avoir cette dose de dopamine. Et c'est ce que fait le swipe. Lorsque tu es sur ton écran en train de swiper, de faire glisser les profils, tu as constamment un shoot de dopamine qui t'encourage à attendre la prochaine photo. Il y a deux choses en fait. Il y a l'espérance que le prochain profil sera meilleur ou sera un match. Et il y a aussi la dopamine et même l'adrénaline en espérant qu'à force de faire défiler, à un moment, l'application va te dire match, c'est un match, c'est bon, tu as matché. Et comme c'est imprévisible, c'est une loterie, tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Et donc les gens passent des heures sur Tinder à swiper. T'en as qui regardent même pas les images. Ils ne regardent même pas les images. Surtout côté homme, les femmes sont plus exigeantes. Mais côté homme, t'en as qui regardent un film et qui swipent. T'en as qui parlent avec toi et ils swipent. Ce qui est contre-productif, c'est une chose que j'expliquais dans mon podcast Patreon. L'algorithme est aussi développé pour reconnaître ses profils. Donc ceux qui sont en mode j'appuie pour avoir un match potentiel, en fait l'algorithme vous shadowban. Vous êtes automatiquement identifié comme un spam, comme un comportement anormal. Un homme qui valide 100% des profils n'est pas un homme normal. Et l'algorithme, à juste titre, c'est peut-être le seul côté positif de cet algorithme qui n'est pas vicieux dans ce sens, c'est qu'il élimine les hommes pas sérieux. Je suis désolé, si tu valides toutes les femmes, t'es pas sérieux, t'as un problème. Si tu valides toutes les photos sans regarder les images, t'as un problème. Donc, à juste titre, l'application t'élimine, t'efface. Et dès qu'on arrête de swiper, la dopamine chute brutalement, laissant place à la frustration, un sentiment de profonde solitude, d'insuffisance, une érosion de l'estime de soi. Faut pas oublier que le problème de la dopamine qui monte très haut, c'est qu'elle redescend très bas aussi. Et la dopamine redescend beaucoup plus bas qu'elle n'est montée. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que une sécrétion artificielle de dopamine est très dangereuse. Parce que, admettons, je vais parler en points, je ne vais pas parler en quantité hormonale, mais en points. Si tu montes de 10 points de dopamine, lorsque tu redescends pas à 0. Tu descends plus bas, tu descends à -5, -10. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus déprimé que ton état initial. Admettons que tu es bien, tu as un niveau normal, un niveau émotionnel normal, tu sécrètes de la dopamine de manière artificielle, c'est-à-dire que tu ne le fais pas via le sport ou via une vraie relation sexuelle, tu le fais via le porno, via les sites de rencontres, etc. Donc ta dopamine monte. Une fois que la stimulation est passée, tu reviens pas à ton état normal. Tu tombes en dépression, tu tombes plus bas que le niveau 0. C'est pour ça que tu te sens très mal après avoir passé du temps sur des sites X, des sites pornographiques ou sur des applications de rencontres. C'est pour ça que tu as cette sensation de mal-être que tu n'as pas lorsque tu pratiques un véritable acte sexuel. Quand tu pratiques un acte sexuel avec ta copine, avec ta compagne, tu as un sentiment de soulagement, de détente, de repos, de bien-être que tu maintiens. C'est une espèce d'état de bien-être naturel et ensuite tu reviens à ton état normal. Tu n'as pas cet effet avec les sites pour adultes. Tu passes d'une excitation extrême à un mal-être, un sentiment négatif. Parce que c'est une sécrétion de dopamine excessive et artificielle. Et autre chose qu'a développé Internet au travers des applications de rencontres et des réseaux sociaux, c'est le narcissisme. Le narcissisme institutionnel. Et ça a créé deux choses en fait. Ça a créé d'un côté les narcissiques qui vivent de ça, parce que le narcissique, il kiffe. Il kiffe cette attention, cette ambiance. Et d'un autre côté, ça a créé des complexés, des gens qui ont vu leur estime d'eux-mêmes, leur estime de soi s'effondrer. Et pour moi, c'est le côté le plus pervers des applications et des réseaux sociaux, notamment Instagram en tête. Ça a permis aux narcissiques de dominer
de laisser libre cours à leur perversion, à leur besoin de se sentir aimés, admirés. Ils s'en sont donnés à cœur joie et la stimulation, les followers que leur donne Internet, ben, c'est jouissif pour le narcissique. C'est un réservoir illimité de gens, d'admirateurs à potentiellement manipuler. Alors que les gens normaux, qui n'ont pas pu suivre cette mode parce que ce n'est pas normal. Les comportements qu'on a normalisés sur Internet ne sont pas normaux. Prendre son petit-déj en photo et le mettre sur Internet, ce n'est pas normal. T'as des gens, ils mettent sur Internet, sur Instagram, l'entrée, le plat, le dessert. Ils mettent leur vie entière sur Instagram. Ils mettent leurs photos de famille sur Instagram, ils mettent leurs enfants sur Instagram. Qui te dit que tes enfants t'ont donné l'autorisation de les mettre sur Internet? Ils sont mineurs. Moi, mes parents auraient fait ça, à 18 ans, je les aurais attaqués en justice. Qui t'a dit de mettre mes photos d'enfance? Tu sais qui y a sur Instagram? Tu sais avec qui tu partages? Tu sais ce que font les gens avec les photos? Tu mets les photos de tes gamins sur Instagram, tu sais qui regarde? Y compris au sein de tes amis, de ta famille, tu connais le comportement des gens dans le privé? Tu mets des photos de toi et de l'entrée, du plat, du dessert, tu mets toute ta vie sur Internet, c'est une chose, tu es un adulte responsable. Mais les photos de tes enfants, ne fais pas ça. Déjà, ils sont mineurs, ils n'ont pas donné leur consentement pour être sur les images. Et derrière, tu sais pas ce que les gens font des photos. T'imagines? T'as un malade, un psychopathe, un pédocriminel, il est là, regarde les photos, et il imprime, il met ça dans un cadre, il met ça chez lui. T'en sais rien. T'en sais rien. Le niveau de ce que peut faire un fou, un psychopathe, un malade, t'en sais rien. Et les gens normaux n'ont pas suivi cette tendance. T'as plein de gens qui n'ont jamais accroché, ni à Facebook, ni à Instagram, ni à... Ils n'ont pas pu, quoi. Ils ont pas... C'était too much pour eux. Ou alors, c'est des gens qui ont un profil Instagram où ils mettent rarement ou pas leurs photos. Quand j'ai ouvert un Instagram, je l'avais fait quand je voyageais beaucoup et c'était un moyen de dire aux gens où j'étais. Donc, quand j'arrive quelque part, je prends une photo du paysage, pas de moi. Et ils peuvent se dire, ah tiens, il est à tel endroit. Et c'était un Instagram privé que pour la famille. Et depuis, je l'ai abandonné parce que bon, je ne voyage plus autant, je fais plus autant de déplacements. C'était à une époque où je voyageais en Amérique latine, en Asie du Sud-Est. J'avais fait pratiquement le tour du monde. J'étais allé jusqu'à Ushuaia dans le sud. J'ai pas fait le voyage jusqu'à l'Antarctique. C'était possible, mais c'était trop cher. Je crois que c'était $10 000 le voyage. Mais c'était un moyen très facile et très simple. Au lieu d'envoyer à chaque fois un message à ta famille, à tes parents, je vais bien, je suis à tel endroit. Ce que je faisais, c'est que je postais une photo et ils se disent, ah tiens, il est à Ushuaia, ah tiens, il est à Al Calafate, ah tiens, il est à Buenos Aires. Et ça leur permet de savoir où je suis. Donc ça peut avoir une utilité et beaucoup de gens utilisent leurs réseaux sociaux comme ça. Et ils ont 50 contacts, 40 ou 50 contacts, essentiellement les amis et la famille, et sans plus, quoi. Mais du coup, ces gens-là se sont sentis un peu déconnectés de la trend, de la mode Instagram qui consiste à poster quasiment toute ta vie sur les réseaux sociaux. Et quand t'es fort, quand t'es suffisamment construit, quand t'as des valeurs, etc., bon, ça te fait ni chaud ni froid, tu regardes ce spectacle, tu rigoles, tu dis c'est une mode qui va passer. Mais quand t'es jeune, que t'es un peu complexé, t'as une estime de soi un peu faible, t'as des complexes, des insécurités, ça peut te détruire. Tu vas te dire, je suis en décrochage, les gens font ça, ils ont une vie incroyable, ils voyagent, ils mettent des photos, moi je suis rien du tout. Face à cette armée de narcissiques qui te racontent leur vie sur Instagram, tu peux te sentir abandonné, ça peut te déprimer si tu es un peu fragile. Fragile au sens où tu sais pas que c'est de la merde en fait. Quand tu es construit, quand tu as une certaine éducation, une assurance, que tu es bien entouré, que tu as une famille, que tu as des bases solides, tu sais que tout ça c'est de la merde et ça ne te donne pas envie. Mais si tu as quelques complexes et quelques insécurités, je suis certain qu'il y a plein de jeunes que Instagram a déprimé. Parce qu'en voyant la vie des autres, ils avaient l'impression d'avoir une vie de merde. En voyant les photos des gens qui voyagent partout, qui postent des photos magnifiques en Grèce, à Bali, ils regardent leur truc et ils se disent moi j'ai une vie de merde en fait. Alors que non, tout ça, c'est la matrice, c'est une simulation, c'est la simulation dont parlait Jean Baudrillard, c'est le monde virtuel qui supplante, qui dépasse le monde réel, et les gens se sont projetés dans ce monde
qui n'existe pas en réalité. Il est devenu plus grand que le monde réel. La carte a supplanté le territoire, mais c'est une illusion. Et ce à quoi on assiste, c'est peut-être une forme de retour au territoire, ou du moins un réalisme par rapport à la carte. Et le dernier point que ça a provoqué, c'est celui par lequel j'avais commencé ce podcast, le fait que ces applications comme Tinder ont réduit la personne à l'apparence. C'est-à-dire que toutes les autres qualités ont disparu. Quand tu as 1 seconde ou 2 secondes pour valider un profil, comment tu sais si la personne est gentille, aimable, douce, intelligente? Comment tu sais si il ou elle a de l'humour? Comment tu sais si il ou elle a des valeurs? Comment tu sais ce genre de choses en 2 secondes? C'est-à-dire que ça a survalorisé le physique et ça a fait disparaître tout le reste. Et c'est comme ça qu'on a après la naissance des mouvements comme la Black Pill. La Black Pill, c'est un groupe d'hommes qui explique qu'en fait tout est basé sur le physique. Aucune autre valeur n'a aucun intérêt. Le choix des femmes se fait sur le physique. Point. J'avais aussi fait un sujet sur Patreon au sujet de la Black Pill. Et cette idée, cette image, vient de la distorsion que crée Internet. Parce que dans le monde réel, non, c'est faux. C'est faux, une femme ne va pas vouloir de toi que tu sois juste une statue grecque. Si tu ne sais pas parler, si t'as pas d'humour, si t'es pas fin, si t'es pas subtil, ça ne marchera pas. J'ai des amis beaux gosses qui n'ont jamais gratté un cul de leur vie. J'ai un ami, ou plutôt un collègue au Royaume-Uni, le mec est plutôt beau, il est beau au sens premier du terme, il est de père britannique et de mère iranienne, donc il a tous les clichés du beau gosse. Grand, ténébreux, les cheveux noirs un peu grisonnants, poivre et sel, une silhouette fine, élancée. Tu le vois, tu dis, il est inconcevable que ce mec soit célibataire. Architecte en plus, il est inconcevable que ce mec soit célibataire. Le mec, je pense qu'il était puceau. Je ne l'ai jamais vu parler à une femme et il n'est pas gay. Parce qu'on a un peu sympathisé, on a discuté, il n'est pas gay, il n'est pas homo. Parce que moi, c'était le premier réflexe. Un beau gosse comme ça, qui n'aborde pas les femmes, qui n'arrive même pas à leur parler, il ne peut être que homo. En fait, non, il n'est pas homosexuel, c'est un hétéro. Il avait des problèmes. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle nature. Il n'a jamais voulu me le dire. Il m'a juste dit comme ça, j'ai pas trouvé la bonne, ou les femmes d'aujourd'hui ne m'intéressent pas vraiment. Il m'a sorti un truc un peu vague. J'ai pas voulu forcer parce que je me suis dit, s'il avait envie de me le dire, il me l'aurait dit. Voilà, il y a peut-être d'autres choses, des traumatismes, je sais pas. Il y a des moments, faut pas trop creuser quand tu vois que les gens sont un peu gênés, c'est qu'ils ont pas envie de te raconter. S'ils voulaient se confier ou me dire quelque chose, ils me l'auraient dit. Et donc, le physique ne fait pas tout. Tu as besoin d'un peu plus pour attirer une femme. C'est bien, c'est important le physique. Si t'es beau gosse, tant mieux pour toi. Mais si t'es beau gosse et con, que tu sais pas aligner deux mots, que t'arrives pas à faire rire une femme, que t'arrives pas à l'intéresser, à susciter sa curiosité, t'arriveras pas à grand chose. Elle va pas te sauter sur la bite parce que t'es beau. À un moment, si t'as pas un minimum d'aptitude sociale pour parler, échanger et finalement la ramener chez toi, t'arriveras à rien. Une femme ne te prend pas par la main, ne te tire pas par la main pour aller chez toi en courant, elle va faire le digicode, elle va monter avec toi au 3e étage, elle va te jeter sur ton lit, elle va te sauter dessus. Ça se passe pas comme ça, en général c'est toi qui fais le travail. Donc tu peux être le plus beau gosse de la planète, si t'oses pas parler aux femmes et faire le travail pour qu'il se passe quelque chose dans l'intimité, il se passera rien. Donc la théorie des black pill, si t'es beau la vie est facile, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais je sais d'où vient leur distorsion. Je sais d'où vient la distorsion du monde qu'ont les black pill, les incels. Je sais d'où elle vient. Elle vient de Tinder. Forcément, si tu as passé ta vie sur Tinder, tu vas devenir black pill. Oui, tu vas devenir black pill. Parce que Tinder, c'est 100% de physique. Tu n'as aucune chance si t'es pas beau gosse. Les femmes ont 2 secondes, 1 seconde et demie pour valider un profil. Sur quelle base elles vont te valider? Ton intelligence, tu penses? Tes aptitudes sociales, ton humour? Non, ton physique. Mon pote qui a du mal à parler aux meufs, le britannico-iranien, tu le mets sur Tinder, lui, il éclate tout. Il casse la baraque, il va te faire 200 matchs en une journée. Sur Tinder. Dans la vie réelle, il sera incapable de parler à aucune de ces femmes.
Il est timide, il fait des trucs bizarres quand il parle, il a de vrais problèmes au sens des aptitudes sociales. Pourtant, sur Tinder, il ferait un carnage. Donc, oui, si tu as passé ton adolescence sur Tinder, si tu as grandi sur Tinder, si tu as vécu sur Tinder, tu auras une vraie distorsion des rapports hommes-femmes. Tu vas penser que si t'es pas beau gosse, tu n'arriveras à rien. Le monde réel est un peu plus subtil que ça. Le physique, c'est un paramètre. Il est important et il est très avantageux. Quand tu as gagné à la loterie génétique, bon, faut remercier tes parents, faut remercier la nature, et tu composes avec. Mais c'est pas tout. On va dire que c'est un avantage compétitif. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est un véritable avantage compétitif, mais qui n'est rien ou pas grand-chose sans le reste. Et pour revenir à notre sujet, en réponse à ce désenchantement vis-à-vis des applications de rencontres, une tendance croissante parmi la génération Z est de redécouvrir les méthodes de rencontres traditionnelles. Ce changement souligne un désir de connexion plus authentique, plus organique, qui a disparu à cause d'Internet. Et pourquoi ce gain d'intérêt pour les rencontres de la vie réelle? Quel est l'avantage de la rencontre dans la vie réelle par opposition à la rencontre sur Internet? Eh bien, je dirais que l'un de ses principaux attraits des rencontres dans la vraie vie, donc travail, activités, groupes de sortie, type meet-up et autres, est qu'elles permettent de développer une alchimie naturelle, quelque chose qui ne peut pas être produit ou retranscrit au travers d'un écran. Les interactions dans le monde réel fournissent un contexte plus riche pour comprendre et connaître une personne. Le langage corporel, le ton de la voix, le regard, le toucher, les sourires, l'odeur, les parfums contribuent à créer une connexion plus profonde. Il ne faut pas oublier que nous sommes des animaux, des primates évolués, et nous ne sommes pas programmés pour connaître les autres par écran interposé. Nous avons besoin de faire travailler nos sens et de les stimuler. Et voilà ce que donne la rencontre dans le monde réel. Autre chose aussi, les rencontres dans le monde traditionnel encouragent une approche plus lente, plus réfléchie. Le rythme pour apprendre à connaître quelqu'un dans la vie réelle est plus graduel. On fournit un peu d'investissement, on fait preuve de patience. L'enthousiasme d'une relation naissante est beaucoup plus fort. Plutôt qu'une explosion de dopamine parce qu'on a vu une photo sur Tinder ou sur un écran, on apprend à profiter de cet enthousiasme de la découverte petit à petit, comme quelque chose qu'on explore. Et comme je l'ai déjà dit, les rencontres dans la vie réelle sont plus justes, dans le sens où elles donnent leur chance à tout le monde. Elles ne favorisent pas que les physiques exceptionnels ou que les narcissiques qui sont habiles à se présenter, à se représenter, notamment en ligne. Elles permettent à tout le monde, y compris à ceux qui ne sont pas doués avec les réseaux sociaux et avec l'image numérique, d'avoir une chance. Pour le dire autrement, une femme qui ne vous aurait même pas regardé, qui ne vous aurait donné aucune chance sur Tinder, va vous parler si vous la rencontrez dans un groupe de sortie sur Meetup ou dans un cours de salsa ou dans votre club de canoë-kayak si vous vivez à Londres au bord de la Tamise. Et pour le coup, elle vous trouvera peut-être intéressant. Cette même femme qui vous a complètement ignoré sur Tinder, qui a swipé à gauche au bout d'une seconde sans vous laisser votre chance, si elle vous rencontre dans la vie réelle, elle va peut-être vous parler, elle va peut-être échanger quelques mots avec vous, vous allez peut-être la faire rire et elle va peut-être vous trouver intéressant. Dans la vie réelle, d'une façon générale, les interactions sont plus justes et elles donnent la chance à tous les autres, tous ceux qui ne sont pas doués avec les photos Instagram, tous ceux qui ne sont pas doués avec les filtres, tout ce côté narcissique, image des réseaux sociaux et des applications de rencontres, tout cela, dans la vie réelle, peuvent avoir une chance. Autre point que je trouve extrêmement fort dans les rencontres de la vie réelle, en plus, comme on l'a dit, d'engager les sens, la vue, le contact visuel, le langage corporel, l'odorat, l'ouïe, les sens, il y a une explosion de sens lorsqu'on rencontre quelqu'un pour de vrai.
C'est pas le même niveau de stimulation qu'un écran. En plus de cette richesse, en plus de donner la chance à quelqu'un de s'exprimer, de montrer son caractère, son authenticité, etc., ça permet d'améliorer un point très important qui était un problème dans la rencontre en ligne, c'est le stress et l'appréhension de la rencontre. C'est-à-dire que le premier date, quand tu as rencontré quelqu'un sur Internet, en général, c'est toujours un date extrêmement stressant. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas. Tu as rencontré quelqu'un sur Internet, mais tu ne sais pas. Est-ce qu'elle a utilisé un filtre? Est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce qu'elle n'a pas mis une photo d'elle d'il y a 10 ans et depuis elle a pris 30 kilos? Si c'est une femme, elle va se dire il a mis 1,95 m sur son profil, est-ce qu'il est vraiment aussi grand, etc. Il y a toutes ces appréhensions parce qu'en fait, tu ne connais pas la personne. C'est pas parce que tu as parlé avec elle sur Tinder ou sur Internet, tu as échangé 2-3 trucs sur WhatsApp avant le date que tu la connais. Donc il y a une espèce d'angoisse, de stress malsain qui suit la rencontre en ligne et qui arrive au niveau du premier date. Alors que dans la vie réelle, tu connais déjà la personne. Il n'y a pas de surprise. Si vous vous plaisez et vous décidez de vous revoir, il n'y a pas de surprise sur la marchandise. Tu as parlé avec elle, tu la connais, c'est une fille que tu as vue à plusieurs reprises dans l'activité que tu fais. Je sais pas, tu prends des cours d'anglais, tu vas dans une école privée et il y a une nénette que tu revois dans ta classe. Peu importe l'activité que tu fais, tu connais la personne. Tu la connais sous tous ses aspects. Tu connais sa voix, tu connais sa façon de parler, tu sais à quoi elle ressemble quand elle rit, quand elle est pas bien. Tu connais déjà la personne. Donc tout ça, c'est intégré, c'est acquis. Si tu acceptes de la revoir ou de le revoir, c'est que tu as validé tous les autres points. Et ça détend beaucoup les rencontres qui vont suivre, parce que c'est des rencontres entre deux personnes qui se connaissent déjà, qui ont déjà une affinité, qui se plaisent déjà et qui sont dans un cycle naturel de développer une relation. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ce type de rencontre mène, pas toujours, mais en général, à des relations plus fortes, parce que le processus a été long, les gens ont pris le temps de se connaître, ils ont progressivement pris le temps de comprendre les nuances de l'autre, de savoir comment il fonctionne, comment il est, quand il est énervé, quand il est de bonne humeur, quand il... C'est compliqué un humain, c'est hyper compliqué. Et il faut du temps pour vraiment connaître un humain. Quelqu'un peut cacher sa personnalité pendant un date, pendant quelques heures, pendant peut-être un deuxième date, mais c'est très difficile de cacher sa véritable personnalité sur le long terme. Donc quelqu'un que tu fréquentes pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, en général, tu le connais. Alors, il y a des pervers narcissiques, des psychopathes qui sont très très forts pour mimer des personnalités. Eux, ils peuvent cacher leur personnalité pendant des mois, voire des années. Mais ça, c'est pas des humains, c'est des... Enfin si, c'est des humains, mais sur le plan émotionnel, c'est des monstres. La psychopathie est une maladie. C'est des gens qui sont incapables de sentir les émotions. J'avais fait une vidéo, un podcast sur la triade noire. J'ai fait 2 épisodes sur la perversion narcissique, la psychopathie et le machiavélisme. Certains ajoutent le sadisme, mais le sadisme, on le trouve déjà dans les 3 éléments compilés. Certains pensent qu'il faut l'ajouter, pourquoi pas. Mais c'est un podcast que j'ai fait il y a quelques mois sur Patreon. Et c'est aussi un chapitre entier de mon livre Caractère, 12 types de femmes à éviter, dans lequel je parle de la perverse narcissique, mais je parle d'une façon générale de la psychopathie et de tous les traits dysfonctionnels. Donc ce type de personnes qui ne répondent pas du tout à la norme peuvent cacher leur caractère pendant très longtemps, parce que n'étant pas capables d'émotion, c'est des mimes excellents. Ils sont très bons à mimer. Le psychopathe, il peut se présenter comme tu as envie qu'il se présente. Il peut se présenter comme empathique, il peut se présenter comme doux, gentil, etc. Il fait ce que tu veux, c'est un acteur en fait. Le psychopathe et le pervers narcissique sont des acteurs, incapables de ressentir les émotions, donc ils miment. Mais à part ces profils, très honnêtement, la majorité des gens, en général, au bout de quelques semaines, quelques mois, tu connais la personne sous tous ses aspects et tu peux décider de t'engager ou pas dans cette relation. C'est ce qui rend les relations de la vie réelle ou les rencontres de la vie réelle
plus authentiques parce que c'est pas des inconnus qu'on a rencontrés sur Internet qu'on doit découvrir, c'est des gens qu'on connaît déjà. Voilà pour le dire, les raisons objectives pour lesquelles il y a un désamour des applications de rencontres, hein. Je rappelle que Tinder a perdu 1 million d'abonnés, comme je l'ai dit, et c'est un article qui date du 1er novembre 2023, donc depuis, ça a peut-être continué à se dégrader, mais ça ne me surprend pas pour les points qu'on a évoqués. Maintenant, pour conclure ce podcast, la question c'est, est-ce que ces applications vont disparaître à long terme? Est-ce que le dating, les rencontres en ligne vont disparaître? Eh bien, moi je pense que non. Non, c'est une tendance qui est là pour rester. Par contre, je pense que ce qui va se passer, c'est que on deviendra tous collectivement plus réalistes par rapport aux attentes. C'est-à-dire que ce qui va changer, c'est que avant, t'allais sur Tinder, et encore bien avant sur Mythic ou sur Match.com ou je ne sais quel autre site de rencontre, t'y allais en pensant que tu vas vraiment rencontrer quelqu'un avec qui tu vas faire ta vie, avec qui tu vas avoir des enfants. T'y allais naïvement en pensant que tu vas vraiment rencontrer quelqu'un. Alors, certains y allaient aussi pour des plans cul. Eux étaient déjà très réalistes dès le départ. Mais pour beaucoup de gens, c'était vraiment un endroit où ils pouvaient potentiellement rencontrer quelqu'un. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que maintenant, les gens vont y aller avec moins d'attente. Ils vont y aller avec beaucoup de réalisme en connaissant la qualité des gens qu'il y a sur ces applications et sur ces sites. Pour moi, c'est ça qui va changer. On n'ira plus sur Tinder avec le côté naïf, je vais rencontrer la femme de ma vie, ou pour les femmes, je vais rencontrer l'homme de ma vie, un acteur ou je ne sais quoi. Non, elles vont y aller en mode, je vais chercher un plan cul. Et les mecs, pareil, je vais aller gratter un petit cul. On va prendre l'application pour ce qu'elle est en fait. Et finalement, pourquoi pas? En fait, ce qui est problématique, c'est quand il y a tromperie ou erreur ou incompréhension de la marchandise. Pour moi, le problème de Tinder, c'est pas Tinder. C'est quand tu vas sur Tinder, qui est une application de dégénérés, en pensant trouver des femmes bien. Il y en a peut-être, mais en général, c'est souvent de la fracassée sur Tinder. T'as une population, si je devais résumer la population Tinder, t'as les fracassés. Les gonzesses qui savent pas ce qu'elles font, elles savent pas où elles vont, elles savent pas si elles veulent un plan cul, si elles veulent rencontrer quelqu'un, elles savent pas. C'est les fracassées, elles sont sur Tinder et ça match et ça match et ça rencontre des mecs et ça se fait culbuter. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième, c'est la catégorie qui est dans sa hoe phase. Hoe phase, alors s'il y a des enfants, bouchez-leur leurs oreilles, je vais dire un gros mot. C'est la phase, en traduction littérale, hein, c'est la phase de la pute. La hoe phase chez les femmes, ça arrive souvent quand une femme a passé, par exemple, 7 ans de relation, pendant 7 ans, 10 ans, elle a eu un seul mec, le seul, genre un mec, elle n'a rien connu d'autre. Et à la séparation, elle vit une grande déception, une grande désillusion, et en général, elle se déchaîne. Ça dure pas très longtemps, hein. La hoe phase, ça peut aller de quelques mois à quelques années, hein, la phase de la PUTE. C'est les femmes qui se déchaînent en sortant d'une longue relation, pour différentes raisons. Pour certaines, c'est une vengeance. Voilà, j'ai gâché ma jeunesse avec un mec, maintenant l'histoire est finie, je vais profiter de la vie. T'en as qui sont curieuses. Voilà, elles ont vu un seul sgeg toute leur vie, elles se disent je veux voir à quoi ressemblent les autres. Il y a plein de raisons. Mais en général, c'est une espèce de crise existentielle. Ça arrive comme ça parce que c'est pas un comportement naturel pour les femmes. Sans parler des MST, des maladies sexuellement transmissibles, etc. Donc c'est une petite fenêtre où elles se déchaînent. Ça, c'est la deuxième population Tinder. Et la dernière population, c'est peut-être la plus intéressante, c'est les femmes qui sont là par curiosité. C'est des femmes bien, sous tout rapport, vraiment des femmes que tu pourrais rencontrer dans la vie réelle et avoir plus. Mais elles se disent, elles ont tellement entendu parler de ça qu'elles y vont par curiosité. Et ça, c'est les meilleures. Et en général, elles y vont, elles passent quelques semaines, quelques mois, elles réalisent le zoo que c'est. Elle réalise l'hôpital psychiatrique que c'est et elle se barre. Et ça, c'est les meilleurs profils parce que c'est des filles bien qui sont sur Tinder par curiosité et qui se sauvent. Après un passage de quelques semaines, quelques mois, elles se barrent. Et celles-là, si tu as la chance de les rencontrer sur Tinder, c'est
C'est le meilleur potentiel que tu puisses croiser. Parce que les gonzesses qui sont dans leur whole phase, laisse-les vivre leur phase. C'est pas. Sauf si toi aussi, tu as envie d'un coup de bite et que, en fait, c'est l'offre qui rencontre la demande. Hein. Pas de jugement de valeur, chacun fait ce qu'il veut. Donc, si tu rencontres ce genre de femme et que c'est ça que tu veux, toi aussi, elle est en mode déchaînement, coup de bite à droite à gauche, et toi aussi, tu es dans ce mode-là, c'est l'offre qui rencontre la demande. Très bien. Mais si t'es pas dans ce délire, tu trouveras pas sur Tinder ce que tu cherches, sauf cette minorité dont je t'ai parlé. C'est des femmes en général qui sont perdues sur Tinder, elles sont là quelques mois et elles se barrent. Une femme normalement constituée ne peut pas supporter le zoo qu'est Tinder. Le niveau des conversations, les gens qu'on y trouve, c'est une femme avec un peu d'éducation, quelques valeurs, la tête sur les épaules, qui veut construire quelque chose de sérieux ne peut pas supporter ce qu'elle verra sur Tinder en termes de comportement, en termes de ce que cherchent les mecs, etc. Donc elle n'y restera pas très longtemps. Mais en tout cas, moi je dis que si on arrive à ça, c'est très bien. Ce qui me dérangeait, c'était pas Tinder. Chacun fait ce qu'il veut, chacun trouve ce qui l'intéresse où il peut et comme il peut. C'est pas un jugement de valeur que je fais. Hein. Si t'as envie de baiser des meufs sur Tinder, fais-toi plaisir. Si t'es une femme qui a envie de se faire culbuter sur Tinder, fais-toi aussi plaisir. Hein. Je suis un libéral. Du moment que tu fais ça sans faire de mal à personne, ça ne me regarde pas. Mais ce qui me dérangeait, par contre, c'est les fausses attentes et la tromperie sur la marchandise que représentait Tinder. Et aujourd'hui, je pense que dans la nouvelle génération, il y a un vrai réalisme autour de Tinder. On sait ce que vont y faire les gens, on sait pourquoi ils y sont et on sait à quoi s'attendre. Et du moment qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, ben il n'y a pas de problème. Tu ne seras pas déçu. Si tu es sur l'application, tu sais ce que tu vas y trouver et tu sais pourquoi tu y es. Et pour moi, c'est ça le monde vers lequel on s'oriente. C'est un monde de niche. Tu auras toujours les gens qui vont traîner sur les applications de rencontres parce qu'ils cherchent une catégorie de femmes ou une catégorie d'hommes, et c'est très bien et tant mieux pour eux. Tu auras des gens qui voudront se retourner ou retourner à une forme d'authenticité, et ceux-là, tu vas les retrouver dans la vraie vie. Et il y aura comme ça des niches, des groupes qui vont se former dans la société, de gens qui cherchent des choses différentes et qui vivent de manière différente. Et j'ai envie de dire, c'est très bien comme ça. Finalement, je pense que la souffrance vient de l'ignorance. Quand tu sais, tu souffres beaucoup moins. Dès que tu sais, en fait, tu souffres beaucoup moins. Si tu vas sur Tinder en ne sachant pas et en pensant naïvement que c'est une application égalitaire qui te permet de rencontrer des femmes, qui met ton profil en avant, etc., tu vas être déçu. Tu vas être déçu parce que tu vas découvrir que l'algorithme est biaisé, que tu es shadowban et que tu dois dépenser 100 balles en achetant des super likes pour avoir la chance que ton profil soit vu par une femme. Si tu n'avais pas cette info, tu vas être vexé, frustré, en colère. Ça va peut-être te mener à une colère générale contre les femmes, alors que ça n'a rien à voir avec les femmes. Tinder, c'est un algorithme. C'est lui qui a décidé de te shadowban. Parce que l'algorithme est fait pour générer de l'argent. L'algorithme de Tinder n'a jamais été fait pour te faire rencontrer une partenaire, te rendre heureux, te faire fonder une famille, etc. Il s'en branle. L'algorithme s'en branle de toi et de ta vie. L'algorithme fait tout pour que tu achètes un maximum de super likes et de l'autre truc là, le boost, qui permet d'augmenter ta visibilité. Donc, plus tu es frustré, plus tu es énervé, plus tu vas dépenser. Parce qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, un mois avec 0 match, bah, tu vas être tenté de payer. Payer pour que ton profil monte et soit plus vu. Et c'est ça que veut l'algorithme. Une fois que tu as compris ça, ben, t'es armé. À toi de voir si tu as envie de jouer à ce jeu vicieux de l'algorithme ou si tu as envie de t'orienter vers la vie normale, comme l'ont fait tes ancêtres, comme l'ont fait tes arrière-grands-parents, tes grands-parents, tes parents. C'est ce qui fait que tu es là aujourd'hui parmi nous, c'est ce qui fait que tu es venu au monde, c'est ce qui fait que tu vis. C'est parce que des individus ont décidé de se rencontrer, de faire des enfants, de procréer, de créer une famille.
Et eux ont eu peut-être la chance de ne pas connaître ce monde algorithmique qui est fait pour tout sauf pour que tu sois heureux. Il est fait pour que tu dépenses. C'est la base de l'algorithme. Et l'ingénierie sociale à l'origine de ces applications a certainement compris que ben, plus tu es frustré, plus tu es en colère, plus tu es mal dans ta vie, plus tu es amené à dépenser ou mieux tu dépenses. Il y a probablement quelque chose dans ce genre qui soutient le business plan des applications de rencontres, des sites de rencontres et toute l'industrie, parce que c'est une industrie à cette échelle, hein, ça génère des milliards de dollars, toute l'industrie du dating et de la rencontre est basée sur ça. C'est pas basé sur ton bonheur ou ton épanouissement, c'est basé sur ta colère et ta rage qui te pousseront à acheter des boosts, des super likes pour espérer un jour sortir du shadowban et qu'on te voit, que ces dames enfin puissent voir ta petite bouille. Voilà donc ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Voilà donc ce que signifie la dating fatigue. Des millions de jeunes sont aujourd'hui fatigués d'Internet, fatigués des rencontres virtuelles et pensent que peut-être revenir au monde réel serait salutaire pour notre équilibre psychique, pour notre équilibre hormonal, pour Homo sapiens, pour le primate qu'on est, pour ce primate intelligent qui finalement a évolué, mais pas tant que ça. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.